OK. Alors, les diagrammes de Bohr-Rutherford sont... alors, Bohr et Rutherford sont deux scientifiques qui ont développé une certaine façon de conceptualiser les atomes. Et cette façon nous aide, et tu vas voir quand tu passes à travers le vidéo qui t'explique le modèle atomique, comment on s'est arrivé à notre modèle atomique présent. Ça va faire un peu plus de sens, comme l'histoire de pourquoi on a ce diagramme de Bohr-Rutherford. Mais pour l'instant, ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'on a ce diagramme et ça nous aide à comprendre les atomes. Ce diagramme n'est pas vraiment la réalité qu'on savent présentement. Okay? Ça ne reflète pas vraiment la réalité chimique de nos jours, mais c'est la base de beaucoup de choses qu'on va faire en termes de réactions chimiques dans les années qui s'en viennent. Alors, ça vaut la peine de savoir comment faire les diagrammes de Bohr-Rutherford et puis on va adapter nos connaissances de cette base. Okay? Alors, il y a quelques étapes dans les diagrammes de Bohr-Rutherford. Alors, la première étape, c'est la première étape, c'est 1 à 3. Okay. De déterminer la quantité de protons, neutrons et électrons dans l'atome donné. Protons, neutrons et électrons, je m'excuse, je pense que j'ai dit atomes. Alors, tu vas déterminer la quantité de protons, neutrons et électrons. Alors, si je prends, par exemple, je vais faire à côté. Et vous avez besoin, probablement encore, tu vas avoir besoin de la notation standard ou ton tableau périodique pour compléter la tâche. Okay. Alors, ici, si tu prends ton tableau périodique, je vais dire, on va faire l'exemple de fluor. OK? Le fluor. Alors, si on détermine notre quantité de protons, électrons et neutrons, OK, le nombre atomique de fluor, c'est 9. Okay, vous pouvez tous voir ça dans votre tableau périodique. Ça veut dire que la quantité de protons est 9. On prend pour acquis que le fluor est neutre. Donc, ça veut dire que c'est la même quantité d'électrons, 9. Et on prend la masse atomique qui, dans le cas de fluor, c'est 19. 19 moins 9, ça nous donne la quantité de neutrons qui est 10. Ça va jusqu'à là? OK. Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de créer un noyau avec les protons et les neutrons écrits dedans. Okay? C'est de écrire les protons et neutrons. OK. Je vais mettre au lieu d'écrire. Okay. Mettre les protons et les neutrons dans un noyau et encercler-les. OK, alors on utilise encore le même exemple. Étape numéro 2, c'est que on va écrire proton et neutron dans un noyau. Et il y a une façon spécifique qu'on va écrire proton et neutron. Alors ça, c'est comment on écrit proton. On met le chiffre, puis P+ après. Et neutron, on fait la même chose, mais on écrit N0. Okay? Puis on encercle pour indiquer que ça, c'est le noyau. Okay? Cette cercle indique qu'il y a au centre, ou dans le centre de cet atome, on a 9 protons et 10 neutrons. Okay? Et je vais écrire dans mes étapes. Utilise la forme
P plus et N0. OK, 3. Maintenant, on place les électrons dans les couches électroniques alentour du noyau. OK? OK. Comment est-ce qu'on fait ça? On dessine une cercle. Et puis, on remplit la couche. Okay? On remplit la couche dans la façon de nord, sud, est, ouest, une à la fois, comme l'horloge. Okay? OK, vous voyez que ça dit rempli. Les couches électroniques sont remplies à une certaine quantité d'électrons. OK. Alors, rempli avec un T. La première couche électronique est remplie à 2 électrons. La deuxième et ensuite, OK, deuxième, troisième, est remplie à 8 électrons. OK, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ça va faire du sens dans quelques instants. OK, alors, encore, on place les électrons alentour du noyau dans ce qu'on appelle les couches électroniques. La façon qu'on fait ça, c'est qu'on dessine un cercle alentour du noyau et on remplit chaque cercle avec les électrons. Quand qu'une couche est remplie, on passe à la prochaine. OK? Alors, si on prend, par exemple, notre atome de fluor, je vais le dessiner encore une fois juste ici parce que je manque de l'espace. OK? Alors, ça, c'est le noyau. On a déjà fait ça. Ensuite, si je veux faire mon couche électronique, je commence avec ma première couche. Je dessine un cercle et je place les électrons. Okay? Pour la première couche, c'est en haut et en bas, ou bien les deux, ça va en haut. Okay? Mais la première couche est remplie à 2 électrons. Ensuite, je passe à la prochaine. Okay? Oh, c'est moche, mais c'est pas grave. Okay? Je passe à la prochaine, je fais un autre cercle. Maintenant, je commence à remplir dans le format que j'ai indiqué, nord, sud, est, ouest, comme un compas, comme dans la même direction qu'une horloge. Okay? Et je place un électron à la fois. Alors, on sait que le fluor a 9 électrons. J'ai déjà mis 2. Il me faut maintenant 7. OK? Ça, c'est le diagramme de Bohr-Rutherford pour le fluor. OK? Alors, j'ai commencé avec celui à l'intérieur qui est 2. J'ai passé à la prochaine. Ça fait... OK, alors j'ai 2. Ensuite, je vais mettre les dernières 7 dans la prochaine couche. Parce que ça fait 9 en total. Oui, OK. On va faire d'autres exemples, juste pour s'assurer que tout va bien. OK? Alors, si je prends par exemple le magnésium. OK. Encore, on fait la première étape, ce qui est de déterminer la quantité de chaque particule subatomique.
Alors, le magnésium a 12 protons, 12 électrons et 24 comme masse atomique, ce qui fait 12 neutrons. Oui. OK, ça va jusqu'à là. Maintenant, je vais dessiner mon noyau. Ensuite, je commence à dessiner mes électrons. Je remplis la première couche. OK, ça fait... Il y a 2 sur la première couche. Ensuite, je dessine la prochaine. OK, et je fais comme ça. Alors, si j'ai déjà placé 2 électrons, ça veut dire qu'il y a 10 qui me restent. OK? Alors, OK, ça fait 8. Maintenant, il y a 10 en total déjà dessinés sur l'atome. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ajoute une autre couche. Wow. OK. Et maintenant, je place mes 2 qui restent. Oui, mais vraiment, 9e année, on vise surtout les premiers 20 éléments. Alors, tu ne vas pas avoir besoin de... Mais seulement 2 fois est-ce que tu vas avoir besoin de faire ça. OK? Mais oui, tu juste continues à remplir. OK. Je vais vous laisser faire un autre exemple. OK, seul. Puis je vais vous donner la réponse. Alors, prend quelques instants pour faire le diagramme de Bohr-Rutherford de l'oxygène. OK, je vais écrire la réponse ici. OK, alors ton diagramme de Bohr-Rutherford pour l'oxygène devrait avoir l'air de ça. OK. Alors maintenant, on va discuter juste rapidement à quoi ça sert de faire ce diagramme. OK. Alors, les gaz nobles, okay, les gaz nobles qui sont les éléments dans la dernière colonne du tableau périodique, comme l'hélium, néon, argon, si on dessine leur diagramme de Bohr-Rutherford, comme si on prend par exemple le néon, on a déjà fait le diagramme de Bohr-Rutherford du magnésium. Et le néon a 10 protons et 10 électrons, ce qui veut dire que c'est essentiellement la même. Okay? Si tu regardes le magnésium, c'est le magnésium, mais sans la dernière couche et avec une quantité de protons et neutrons différents. Right? Mais l'idée, c'est que tu as cette dernière couche, la dernière couche du néon est complètement remplie. Il n'y a pas d'électrons d'extra ou des électrons qui manquent. Right? Et ça, c'est pourquoi les gaz nobles ne réagissent pas. C'est très difficile de faire réagir les gaz nobles avec d'autres substances. Ils aiment beaucoup être seuls. Tandis que les autres atomes, comme par exemple le magnésium, comme l'oxygène, aiment beaucoup réagir avec les autres parce qu'ils ont comme but d'avoir une couche de valence. Une couche de valence, ça c'est le mot donné pour la dernière couche. Okay? Il veut avoir une couche de valence pleine, remplie. Tous les atomes veulent avoir une couche de valence pleine. Et il va réagir avec d'autres éléments pour soit gagner, perdre ou partager les électrons.
Okay? Alors, par exemple, si tu regardes l'oxygène, pour avoir une couche de valence pleine, l'oxygène veut gagner 2 électrons. Tandis que le magnésium, c'est beaucoup plus facile pour le magnésium de perdre 2 électrons que de gagner 6. Est-ce que tout le monde peut voir ça? Alors, tu vois que, par exemple, alors si on a 2 exemples très, très bons ici, alors si on a le magnésium et l'oxygène, disons que ces deux atomes se rentrent en contact les uns avec les autres. Ce qui va arriver, c'est que l'oxygène va venir voler les électrons de magnésium, ce qui va les rendre tous les deux heureux. Le magnésium a maintenant une couche de valence pleine, c'est la couche intérieure. Okay, ici, c'est la couche ici, intérieure. Et l'oxygène a aussi une couche de valence pleine, qui est sa couche extérieure. Okay, couche de valence, c'est le mot qui indique la dernière couche. Okay, et si vous vous rappelez du fait qu'on avait parlé des ions, ça, c'est comment on arrive à des ions. OK? Alors, je vais vous faire un petit dessin. OK? On a le magnésium, on a l'oxygène. L'oxygène vient voler les électrons du magnésium. OK? Le magnésium a maintenant une forme de ça. OK? Je vais faire mon dessin de diagramme de Bohr-Rutherford. Ça va pas être très beau, mais là. OK? Maintenant, le magnésium ressemble à ça. Et on va indiquer que c'est chargé en utilisant les parenthèses. Okay, les parenthèses, c'est juste une façon d'indiquer quelque chose a changé, ici. Okay? Et ce qui a changé, c'est que j'ai perdu 2 électrons. Si j'ai perdu 2 électrons, ça me donne une charge de 2+. Parce que j'ai maintenant 2 protons de plus que d'électrons. Les protons sont chargés positivement. J'ai 12 protons. J'avais 12 électrons, mais maintenant j'ai 10 électrons. Alors, si j'ai plus 12 moins 10, ça fait plus 2. OK? Et ça, c'est un cation de 2+, un ion chargé positivement. Je prends l'exemple de l'oxygène. Okay, je pense que je vais manquer de l'espace, mais ça va. OK? L'oxygène vient de voler 2 électrons de magnésium. OK? Ils sont ici. Okay. Donc, il a 2 électrons de plus que normal. On a 8 protons. Et maintenant, normalement, on a 8 électrons. Mais maintenant, on a 10 électrons. Ce qui nous donne une charge de moins. Okay? Et ça, c'est un ion chargé négativement. Okay? La dernière chose qu'on va discuter au sujet de ça, c'est que comme vous pouvez voir, okay, comme par exemple l'oxygène, c'est dans la première rangée du tableau périodique, il y a seulement 2 couches électroniques. C'est pas aussi mal de dessiner un diagramme de Bohr-Rutherford de l'oxygène.
Mais par contre, si tu commences à tenter de dessiner même le calcium, qui est le 20e élément, et surtout quand tu fais quelque chose comme le francium, okay, qui est 87, tu peux voir que ça peut devenir pas très évident de faire ça, okay, d'avoir des couches et des couches et des couches et des couches. Et chaque fois, comme tu observes ici, où on avait démontré le mouvement des électrons, okay, en chimie, on démontre souvent le mouvement des électrons pour indiquer qu'est-ce qui arrive après une réaction, qu'est-ce qui arrive lors d'une réaction. Mais comme les mathématiciens, les scientifiques sont un peu paresseux, okay, ils ne veulent pas dessiner les diagrammes de Bohr-Rutherford à chaque fois qu'ils ont besoin d'indiquer qu'il y a un mouvement d'électrons. Alors, il y a une autre façon de dessiner ça, et ça s'appelle les diagrammes de Lewis. Okay, c'est un autre monsieur qui s'appelle Lewis, et il a dit, OK, mais si on s'intéresse vraiment seulement aux électrons de valence, aux électrons sur la dernière couche, pourquoi est-ce qu'on ne dessine pas seulement les électrons sur la dernière couche? Et donc, c'est ça qu'il avait fait. Okay? Alors, les diagrammes de Lewis sont simplement, tu écris le symbole de l'élément. Okay? Tu écris le symbole. Alors, par exemple, si on fait le magnésium, j'écris Mg, qui est le symbole, et j'écris les électrons de valence. C'est tout. Si on prend par exemple l'oxygène, j'écris O pour indiquer oxygène. Je fais les électrons de valence comme si je le ferais sur un diagramme de Bohr-Rutherford, mais seulement les électrons. Fluor, donc, ça va être comme ça. Okay, c'est beaucoup plus simple que les diagrammes de Bohr-Rutherford. Et ça va être ça que vous allez utiliser dans les années qui s'en viennent. Pour 9e année, on se pratique avec les diagrammes de Bohr-Rutherford parce que ça nous aide un peu à savoir, comme, si je vous avais introduit les diagrammes de Lewis immédiatement, ça serait difficile de savoir pourquoi est-ce que le magnésium a seulement 2 électrons. Okay, mais ce n'est pas que le magnésium a seulement 2 électrons, il a 2 électrons de valence, 2 électrons sur la dernière couche, et c'est les électrons de valence qui vont bouger. Donc, c'est ça qui sont les plus importants. Okay? Alors, pour 9e année, on vise surtout que vous êtes capable de faire les diagrammes de Bohr-Rutherford. Et les diagrammes de Lewis, ça va t'aider dans les années qui s'en viennent.